Avec Fabrice Jean-Jean, dirigeant de la société Comecon Consulting, nous parlons du bien-être au sein de l'entreprise. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour tout le monde. Alors Fabrice, aujourd'hui je voudrais qu'on aborde un sujet particulier, à savoir celui de la loi Pacte. Oui André, rappelez-vous cette fameuse loi Pacte chère à notre président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Et comme d'habitude dans ce cas, le grand roi ordonne et le ministre s'exécute. Oui, ça c'est très RSE comme méthode, Fabrice. Oui, exactement André. En fait, c'est comment faire de la RSE mais ne pas oser l'avouer. On peut appeler ça aussi de la pudeur, voyez-vous. Et voilà donc notre vaillant ministre de l'économie, j'ai nommé monsieur Bruno Le Maire, qui a ardemment défendu son projet de la loi Pacte, adopté définitivement par le Parlement le 11 avril dernier. Alors pourquoi un tel retard ? Eh bien, comme on le sait, en France, pour bouger les lignes, c'est un tout petit peu compliqué. Et puis notre ministre a eu du mal à retrouver sa route. Figurez-vous, mon cher André, que depuis l'automne dernier, tous les ronds-points sont jaunes, ce qui perturbe même les GPS les plus aguerris. Alors Fabrice, rémunération des salariés, création d'entreprises, enjeux sociétaux, le point sur ces quelques mesures emblématiques de la loi Pacte. Mais au fait, quelle est la définition exacte, Fabrice, de la loi Pacte ? Alors la loi Pacte, il faut entendre plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Joli programme. Et il aura fallu 7 mois au Parlement pour adopter définitivement la loi Pacte le 11 avril dernier. Un pavé de 962 pages, débuté le 5 septembre dernier, s'achève enfin. Malgré les sénateurs qui, opposés à la privatisation d'ADP, ont rejeté le texte 2 jours auparavant, l'Assemblée nationale a eu le dernier mot. Première disposition emblématique, la modification des codes civils et de commerce pour entériner une nouvelle définition de l'objet social de l'entreprise. Il sera désormais inscrit noir sur blanc que cette dernière est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. En résumé, adieu l'entreprise pour le fric. On peut effectivement le voir comme ça. Moi, je trouve que cette partie-là est vraiment très intéressante et très importante. On va y revenir sur la fin. Les entreprises pourront par ailleurs se doter d'une raison d'être dans leur statut. Autrement dit, d'un objectif à atteindre, déterminant toutes leurs actions. Les plus motivés pourront adopter le statut d'entreprise à mission. C'est là où effectivement, on n'est plus uniquement sur de l'argent pour de l'argent. Ce qui les obligera notamment à se doter d'un organe de suivi, où siégeront des représentants des salariés pour s'assurer de la conformité des décisions de gestion avec la dite mission. La levée des freins à l'embauche est évoquée aussi. Oui, tout à fait. Autre mesure en réponse à une revendication de longue date des organisations patronales qui en font un frein à l'embauche, la refonte des seuils sociaux. Ces niveaux d'effectifs qui les soumettent à de nouvelles contraintes juridiques, administratives ou financières. Il faudra désormais avoir dépassé ces seuils pendant 5 ans pour que les entreprises y soient obligées. Ces seuils sont désormais limités à 11, 50 et 250 salariés. En revanche, les règles décidées par les ordonnances travail du début du quinquennat n'ont pas été modifiées. À partir de 50 salariés, les entreprises devront mettre en place, au bout d'1 an, un comité social et économique, ce qu'on appelle un CSE, aux pleines attributions. Un guichet économique de la création d'entreprise, une plateforme en ligne, va être mise sur pied pour faciliter les démarches administratives d'immatriculation auxquelles sont confrontés les porteurs de projets. Le stage d'installation va devenir facultatif pour les micro-entrepreneurs, qui ne seront plus tenus d'avoir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle avant d'atteindre 5 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Et puis Fabrice, l'épargne salariale est encouragée, ce qui est plutôt une très bonne initiative. Oui, côté salarié, c'est vraiment une bonne initiative. La loi entend améliorer la rémunération du travail en développant l'épargne salariale dans les PME. Les principales évolutions ont déjà été votées dans la loi de financement de la sécurité sociale 2019. La suppression du forfait social sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l'ensemble des versements d'épargne salariale, intéressement, participation et abondement de l'employeur sur un plan d'épargne salariale, pour les entreprises de moins de 50 salariés. La mouture définitive adoptée prévoit en outre la mise en ligne par le ministère du Travail de modèles d'accords rédigés par les branches professionnelles pour que les PME n'aient plus qu'à le dupliquer ou s'en inspirer. Elle ouvre enfin la possibilité d'ouvrir un plan d'épargne collectif pour la retraite, qui va s'appeler PERCO, même en l'absence de plan d'épargne d'entreprise qu'on appelle aujourd'hui PEE.
Et Fabrice, cette nouvelle mouture de la loi Pacte, elle laisse quand même quelques questions en suspens, notamment sur la refonte des seuils sociaux. Cette refonte va-t-elle permettre aux entreprises de grandir? Et puis concernant les micro-entreprises, la loi Pacte va-t-elle trop loin? Alors, si on se réfère aux résultats déjà existants, et de mon expérience, sur les entreprises qui appliquent les RSE, l'entreprise en ressort grandie. Est-ce pour autant que cela va générer des créations d'emplois? Pour l'avoir vécu, je dirais oui. Mais toute croissance n'est pas exponentielle. Donc, ce serait une grave erreur de penser que grâce à la loi Pacte, on va résoudre le problème du chômage. Surtout lorsque l'on sait que bon nombre de secteurs d'activité peinent à recruter. Ensuite, va-t-elle trop loin pour les micro-entreprises? Je pense qu'il faut laisser le plus de liberté possible aux entreprises, d'autant que le vrai sens de la RSE, c'est avant tout la prise de conscience sur la base du volontariat, donc de la volonté. Alors Fabrice, que retenez-vous de cette loi? La raison d'être de l'entreprise, c'est pour moi le point fondamental et qui d'ailleurs n'aurait jamais dû disparaître de son ADN. Prendre conscience qu'à travers notre action, nous servons un projet beaucoup plus grand que nous, un projet citoyen qui va au-delà des valeurs marchandes. C'est là, à mon sens, que se trouve la véritable essence de la RSE. Et puis n'oubliez jamais que lorsque l'on est, on n'a pas besoin de dire qui l'on est. Un grand merci Fabrice pour cette analyse. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, et puis à la semaine prochaine Merci pour André. d'autres chroniques. Au revoir. Bonne journée à tout le monde, au revoir.